Bonsoir. Tous les Français connaissent ou croient connaître le Palais Bourbon, ce monument magnifique à Paris sur les bords de Seine qui abrite notre Assemblée nationale. C'est là que les députés débattent des lois, votent ou ne votent pas les textes qui leur sont proposés. Bref, c'est avec le Sénat le cœur battant de la vie démocratique du pays. Pourtant, si les murs du Palais Bourbon pouvaient parler, ils nous rafraîchiraient la mémoire et nous raconteraient bien d'autres histoires. Par exemple, l'origine de son nom, Palais Bourbon. Pourquoi le Parlement de la République est-il logé dans un bâtiment qui porte le nom d'une des plus grandes dynasties royales ? Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Depuis 300 ans, la politique, la guerre, mais aussi l'amour et les histoires d'alcôve ont eu pour décor les murs du Palais Bourbon. Commençons par sa construction. C'est bien la fille naturelle de Louis XIV et de sa maîtresse, Madame de Montespan, Louise Françoise de Bourbon, dite Mademoiselle de Nantes, qui fait édifier le bâtiment, et c'est son amant, le comte de Lassay, qui s'attribue l'hôtel du même nom, aujourd'hui la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Voilà comment l'une des filles du roi Soleil va inconsciemment offrir un toit royal au débat républicain. Au fil des années, le Palais Bourbon devient la propriété d'un prince, d'un comte, d'un roi et, à la Révolution, si ses murs tremblent, ils ne tombent pas. C'est une nouvelle vie qui s'offre à lui. Une école d'ingénieurs, le Conseil des 500 et finalement la Chambre des députés. Comment ne pas être ému par la liste de ceux dont la voix résonnait en ces lieux? Jaurès, Clémenceau, Chateaubriand, Victor Hugo et Gambetta. Grâce à nos reconstitutions en 3 dimensions, nous allons comprendre comment le Palais Bourbon et l'hôtel de Lassay ont été pensés et construits. De la verrière de l'hémicycle jusqu'à la dalle en béton qui soutient l'ensemble du bâtiment édifié sur des marécages. Pousser toutes les portes du palais, c'est aussi découvrir les petits secrets des grandes heures de la République, où tant d'orateurs ont brillé et tant d'événements heureux ou tragiques se sont joués. Mais c'est aussi une quantité de trésors historiques, comme l'impressionnante bibliothèque décorée par Eugène Delacroix, qui pendant 9 ans va peindre l'un de ses chefs-d'œuvre à 15 mètres du sol. Et puis, des trésors moins connus comme le procès de la condamnation de Jeanne d'Arc ou la plus belle collection de manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, tous conservés dans la chambre forte du bâtiment. C'est par ce large perron qu'on accède à l'hôtel de Lassay, et particulièrement regardé dans ce magnifique vestibule qui n'a jamais été remanié dans son volume depuis l'origine. L'hôtel de Lassay, qui est le siège officiel de la présidence de l'Assemblée nationale, eh bien, est l'un des plus beaux hôtels particuliers de la capitale, dont les impressionnants salons d'apparat accueillent encore aujourd'hui les personnalités étrangères officielles. Nous sommes au cœur de Paris, sur les quais de la rive gauche de la Seine. Niché dans un jardin de 3000 mètres carrés, à l'abri des regards, voici l'un des plus beaux palais de notre République et l'un des plus secrets. Tout le monde connaît évidemment l'Élysée, Matignon, tout le monde connaît le Palais Bourbon, mais finalement, l'hôtel de Lassay est relativement peu connu. C'est vraiment un lieu un peu confidentiel et en dehors du temps. C'est un petit bijou. Et quand vous rentrez, vous êtes ailleurs. Tout y est beau, luxe, calme et volupté. C'est un peu comme si
vous reveniez presque 200 ans en arrière dans ce beau XVIIIe siècle, avec une façade très élégante, très simple, aux lignes épurées. L'hôtel de la Sey est bâti au début du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV. Ce joyau d'architecture, conçu sur le modèle des palais italiens, devient au XIXe siècle la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Ce qui frappe, c'est que c'est beaucoup moins lourd que beaucoup de palais officiels. C'est une architecture très belle, mais en même temps très, très vivante, très légère. Il y a dans ces lieux une harmonie, une beauté, un équilibre qui frappe, même si l'on n'est pas un esthète et un spécialiste de tout cela. L'hôtel de la Sey est voisin du palais Bourbon, où siègent les députés. Reliés par une galerie, leurs destins sont intimement liés depuis 3 siècles. Ensemble, ils ont traversé tous les régimes politiques français, la monarchie, l'Empire, puis la République. Ça nous dit que la France n'est pas née hier. Ça nous dit que même si les régimes sont différents, il y a une continuité historique. À l'hôtel de la Sey, le luxe à la française est mis en scène par les plus grands artisans du XIXe siècle. Comme dans les grands salons d'apparat du rez-de-chaussée, réservés aux réceptions officielles depuis le règne de Louis-Philippe, le dernier roi des Français. Ces 3 pièces en enfilade de 100 mètres carrés chacune sont ornées de lambris dorés à leur fin du sol au plafond. Une décoration destinée à impressionner les visiteurs. La lumière qu'on doit à ces grandes ouvertures, à ces grandes baies vitrées, est démultipliée par les lambris dorés, les cristaux des lustres, les miroirs. Qui dit salon d'apparat, dit impression d'opulence, dit étalage, non seulement de richesse, mais surtout de puissance. Pour que les pièces aient l'air plus grandes encore, les décorateurs du XIXe siècle ont eu recours à l'art de l'illusion. Parmi les miroirs, il y a ce miroir curieux, celui-ci, dans lequel on est étonné de ne pas trouver son reflet, parce qu'en fait, ce n'est pas un miroir. On a l'illusion d'un miroir. Tout a été fait en double, de manière totalement symétrique. On a l'impression d'un reflet, on a l'impression d'un miroir. En fait, ce sont des ouvertures qui sont aménagées entre les différents salons. À l'extrémité de ces 3 salons d'apparat, le salon des jeux est un lieu où s'écrit la vie républicaine. Chaque semaine, c'est ici que le président de l'Assemblée et le ministre chargé des relations avec le Parlement établissent le programme législatif du pays. Toujours au rez-de-chaussée, se trouve une pièce plus petite, mais essentielle au sein de l'institution. Il s'agit du cabinet du départ. C'est le bureau d'apparat du président. Son tapis est plus ancien que le bâtiment lui-même. Il provient d'une commande passée sous le règne de Louis XIV pour la Grande Galerie du Louvre. Quant au bureau, c'est un meuble mythique dans l'histoire de l'Assemblée. Il date du XVIIIe siècle et se trouvait à l'origine au château de Versailles. Confisqué à la Révolution, il est ensuite utilisé par Napoléon. Et depuis la chute de l'empereur, il est l'objet d'une superstition. Ce meuble, eh bien, il a une histoire, en tout cas une légende, puisque la légende veut que ce soit sur ce bureau noir que Napoléon ait signé son abdication à Fontainebleau. Et du coup, il porterait malheur de signer quoi que ce soit sur ce bureau. Alors, c'est une superstition, bien sûr, c'est une tradition. Un jour, Philippe Séguin, qui était pressé, n'avait pas eu envie de l'observer. Il s'est approché avec un papier à signer et il a trébuché. Donc, il y a eu confirmation de la légende et depuis, tout le monde s'abstient de signer quoi que ce soit sur ce bureau noir. Juste derrière le cabinet du départ, commence la pièce la plus impressionnante de l'hôtel de la Sey.
la galerie des Fêtes qui relie le bâtiment à celui de l'Assemblée nationale. C'est en 1845 que démarre sa construction pendant la monarchie de Juillet. Après 3 ans de travaux, elle est achevée en 1848 sous un nouveau régime, celui de la Deuxième République. Les députés Victor Hugo ou Alphonse de Lamartine sont passés par cette galerie pour se rendre en séance. Aujourd'hui encore, elle reste un lieu hautement symbolique, le théâtre d'un immuable rituel républicain. Bonjour. Pour ouvrir une séance parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, ici Richard Ferrand, quitte l'hôtel de la Sey depuis le cabinet du départ avec ses principaux collaborateurs. Monsieur le Président! Au son des roulements de tambour, il traverse la galerie des Fêtes pour se rendre dans l'hémicycle. Une procession à la chorégraphie millimétrée. Arrivé au Palais Bourbon, le président est accueilli par une haie d'honneur formée par des gardes républicains. C'est symbolique. Et la garde républicaine prend en charge le président pour que les représentants du peuple se réunissent en Assemblée nationale. Ce moment est un moment très solennel qui a une grande signification parce que le président de l'Assemblée nationale se voit rendre les honneurs par les représentants de l'armée. Donc la force politique issue de la volonté du peuple est au-dessus de l'armée. Ce cérémonial d'arrivée dans l'hémicycle est pratiqué depuis la Révolution française. Il a permis aux premiers députés d'affirmer leur pouvoir face à l'autorité royale. La séance est ouverte. Et ça nous dit que lorsqu'on fait l'histoire, et très souvent on a fait l'histoire dans l'hémicycle du Palais Bourbon, il faut penser au futur et aussi penser au passé. Pour remonter aux origines du Palais Bourbon et de l'hôtel de la Sey, il faut repartir 3 siècles en arrière. C'est une princesse au destin hors norme qui a donné naissance à ces palais républicains. Louise Françoise de Bourbon, la fille bâtarde de Louis XIV. Au début du XVIIIe siècle, alors que la cour abandonne Versailles, lui préférant Paris où les distractions sont plus nombreuses, une princesse choisit d'installer son nouveau palais rive gauche, participant ainsi à la création d'un nouveau quartier, le Faubourg Saint-Germain. Très vite, des hôtels particuliers sont construits, mais le palais de Louise Françoise de Bourbon est celui qui attire tous les regards. Sa propriétaire est elle aussi au cœur des conversations mondaines dans la capitale. Il faut dire que cette jeune veuve de 47 ans a une vie marquée par le scandale depuis sa plus tendre enfance. Nous sommes en avril 1673. À la tête d'une armée de 40 000 hommes, Louis XIV attaque la Hollande. Des milliers de morts jonchent le champ de bataille. C'est pourtant en marge des combats qu'un événement tenu secret s'apprête à marquer l'histoire. Alors que la cour a suivi le roi sur les routes de la guerre, la favorite de Louis XIV, Madame de Montespan, est évacuée discrètement vers l'arrière du front. La jeune femme de 33 ans est sur le point d'accoucher. Cette naissance doit se faire de façon clandestine. Elle a d'ailleurs dissimulé sa grossesse parce que on se trouve en présence d'un double adultère. Le roi, bien sûr, est marié avec la reine Marie-Thérèse. Et puis, Madame de Montespan a épousé le marquis de Montespan, qui est un personnage pas très commode. On se méfie beaucoup de lui. Après avoir déjà donné 2 fils à Louis XIV,
Madame de Montespan accouche cette fois d'une fille. La petite Louise Françoise est immédiatement emmenée par une nourrice à Paris pour y être cachée. Mais elle ne reste pas dans l'ombre bien longtemps. Moins d'un an plus tard, Louis XIV la reconnaît officiellement, ainsi que ses deux frères aînés. Si l'identité de la mère est connue de tous, elle n'est pas actée officiellement, et la petite fille est élevée par la future favorite du roi, Madame de Maintenon. Louis XIV avait une haute opinion de lui-même et certainement ennoblissait tout ce qui le concernait. Donc pour lui, ça ne posait absolument pas de problème. Il se rappelle certainement son aïeul Henri IV qui avait légitimé ces bâtards. Et avec ses enfants, cette progéniture qu'il a de Madame de Montespan, il joue évidemment le roi absolu. Louise Françoise vit désormais au grand jour à la cour de Versailles. Le roi Soleil, qui a 6 autres enfants, a un faible particulier pour elle. Elle est très belle, elle a des yeux en amande, elle a des cheveux châtains, elle ressemble un peu à sa mère. Louis XIV voit en elle une mini Madame de Montespan. Et c'est vrai que cette Louise Françoise va avoir tous les attraits de sa mère. Mais son enfance dorée s'arrête net le 24 juillet 1685. Alors qu'elle n'a que 12 ans, Louise Françoise est mariée sur ordre de son père, le roi, au duc de Condé, âgé de 16 ans. Leur union est bénie dans la chapelle du château de Versailles. Un mariage politique qui permet au souverain de se réconcilier avec son cousin, le prince de Condé, qui est le grand-père du jeune époux. C'est des mariages qui sont arrangés et avec des âges qui sont assez habituels à cette époque, avec des sommes colossales qui sont en jeu. Louis XIV va doter sa fille de 1 million de livres. Alors pour donner une idée de ce que ça peut représenter, il faut savoir qu'une belle maison à porte cochère à Paris, à cette époque-là, c'est 20 000 livres. Un beau château aux alentours de Versailles, c'est 200 000 livres. Donc là, on est dans une dot royale. Pour Louise Françoise, ce mariage d'intérêt tourne vite au cauchemar, car le jeune duc n'a rien du prince charmant. Louis de Bourbon est un personnage franchement odieux, un homme très imbu de lui-même, donc très orgueilleux, autoritaire, agressif, et même sadique. On a des exemples montrant qu'il y a eu un comportement sadique, notamment à l'égard de femmes. Dès la fin de son adolescence, Louis de Bourbon fréquente les maisons closes parisiennes, où il est réputé pour son extrême violence. On le soupçonne même d'avoir tué une prostituée à force de torture. Mais en tant que membre de la famille royale, il est intouchable et ne sera jamais inquiété. Louise Françoise évite tant que possible ce mari violent, avec qui elle aura tout de même 9 enfants. Elle passe le plus clair de son temps à la cour de Versailles, où son comportement détonne dans la haute société aristocratique de l'époque. Comme pour oublier son malheur conjugal, la princesse multiplie les excès. Elle fume, joue de l'argent, et surtout, elle est de toutes les fêtes jusqu'à l'étourdissement. On sait qu'elle aimait beaucoup la boisson, ce qui était un secret pour personne à la cour. On n'hésitait pas à dire sous cape qu'on parlait de sac à vin. On a quelqu'un qui a quand même un tempérament très festif et qui se voit à la cour. À la mort de son époux en 1710, et après 25 ans de mariage, Louise Françoise est comme libérée. Veuve à 37 ans, elle est désormais seule à la tête d'une immense fortune qu'elle compte bien utiliser pour s'émanciper. En tant que veuve, elle peut se permettre beaucoup plus de choses. Elle dispose maintenant de sa liberté totale, à la fois juridique et financière. Et donc, elle a une liberté que lui donne son rang d'Altesse Sérénissime. Louise Françoise de Bourbon
décide alors de faire bâtir son propre palais, le Palais Bourbon, notre future Assemblée nationale. Situé aujourd'hui au cœur de Paris, le bâtiment est édifié à l'origine aux portes de la capitale. Au début du XVIIIe siècle, le terrain qui va accueillir la demeure de la princesse est une zone marécageuse en bord de Seine, non loin du palais des Tuileries. Ici, eh bien, il y a 300 ans, nous aurions les pieds dans l'eau. C'était le marais de la Grenouillère et le nom indique bien de quoi il s'agissait. C'était une zone humide, il y avait quelques maisons de maraîchers, très peu d'habitants, des bateaux lavoirs le long de la Seine où de jeunes femmes brassaient un petit peu le linge sale de la capitale, mais c'était à peu près inhabité. Ce faubourg déshérité est pourtant sur le point de devenir le nouveau quartier chic de Paris. Car après la mort de Louis XIV en 1715, la noblesse s'éloigne de Versailles pour investir dans la capitale. Faute de terrain disponible dans le centre-ville, elle colonise de nouveaux quartiers, situés près du palais des Tuileries, où le jeune roi Louis XV s'est installé, et proche du palais royal, d'où le régent Philippe d'Orléans gouverne la France. Sur la rive droite de la Seine, c'est le faubourg Saint-Honoré qui se développe, avec la construction de nombreux hôtels particuliers, comme celui du comte d'Évreux, le futur palais de l'Élysée. Et sur la rive gauche, le faubourg Saint-Germain est en plein essor. L'hôtel Matignon, aujourd'hui résidence officielle du Premier ministre, ou l'hôtel de Beauharnais, qui accueille l'ambassade d'Allemagne, sont eux aussi bâtis à cette époque. Encore aujourd'hui, si vous vous promenez dans le faubourg, on voit des ambassades, des ministères qui se sont glissés dans les anciennes demeures aristocratiques parce que ce sont des fonctions qui ont besoin de représentation. Un ambassadeur y reçoit, un ministre y reçoit, et donc on a besoin de cette architecture qui fonctionne encore très bien dans un cadre républicain. Pour faire bâtir le palais qui va porter son nom, Louise Françoise de Bourbon choisit un emplacement stratégique à l'extrémité du faubourg Saint-Germain. Pour une princesse du sang qui a besoin d'avoir un palais à Paris, c'est une exposition maximale. On va pas se mettre dans un coin, dans une rue, il faut qu'elle soit en majesté. Donc le terrain qui est ici, il a beaucoup d'avantages. On le voit depuis la rive droite, il est visible depuis la Seine. On est tout près des Tuileries et des lieux de pouvoir de la Régence. Donc c'est une position qui est assez habile à l'ouest de Paris. Si Louise Françoise de Bourbon veut s'installer à Paris, c'est aussi pour vivre librement un amour interdit. Peu de temps après la mort de son mari, elle a pris pour amant un jeune aristocrate de province, d'un rang bien moins élevé que le sien, et marié de surcroît, le comte Léon de Lassay. Ils sont à des années-lumière l'un de l'autre à l'intérieur de la noblesse française. C'est un défi à la hiérarchie, j'allais dire sociale et nobiliaire de l'époque, mais sur le fond, c'est probablement d'abord une passion de la part de Louise Françoise à l'égard de Léon, tout simplement. Il y a une histoire d'amour derrière, très clairement. Léon de Lassay est un bel officier qui a été colonel d'infanterie, brigadier des armées du roi, qui s'est bien comporté à la guerre, qui est un homme qui plaît dans la société, mondain, plein d'aisance. Il s'aime beaucoup. Il y a une grande entente. Ça la change évidemment de ce mari rageur, sadique et violent. Jusqu'à la mort de son père, Louis XIV, Louise Françoise garde sa relation avec Lassay discrète pour ne pas froisser le roi. Mais à partir de 1715, elle n'a plus à se cacher. Et les amants se font très vite remarquer dans la haute société. Car en plus des sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, ils ont en commun le goût de l'argent et des affaires. Et à cette époque, la fièvre de la spéculation s'est emparée de Paris. Le ministre des Finances, l'Écossais John Lass, a créé les premiers billets de banque qui s'échangent contre de l'or ou des titres de propriété.
un système qui est à la base de notre finance actuelle. Et il y a une bourse qui se déroule en plein air aussi, rue Quincampoix. Il y a les fameuses histoires du bossu de la rue Quincampoix qui prêtait sa bosse pour que les spéculateurs étaient tellement pressés puissent signer sur une tablette. Donc c'est la bosse du bossu qui sert à ça. Donc spéculation générale, des enrichissements prodigieux. La princesse de Bourbon et le comte de Lassay sont très bien placés pour tirer profit de la situation, car ils sont très proches du ministre des Finances. Madame la Duchesse, Léon de Lassay sont presque au cœur du système. Ils connaissent Lens leur donne des tuyaux, comme on dirait. Donc il y a un côté délit d'initié. Et Lassay, très habile, très bon spéculateur. Et il réussit très rapidement à faire sa propre fortune et à croître considérablement celle de la Duchesse. Mais ce système est en réalité très fragile. Et il finit par s'écrouler, ruinant de nombreux spéculateurs. Sentant le vent tourner, la princesse de Bourbon et le comte de Lassay anticipent le krach et mettent leur fortune à l'abri. C'est ainsi qu'ils vont pouvoir dépenser sans compter pour se faire bâtir 2 somptueuses demeures sur le terrain du faubourg Saint-Germain. S'il est le siège de la représentation nationale depuis plus de 200 ans, le palais est à l'origine une demeure princière, dont la construction a mobilisé 4 architectes et dont le style rappelle celui du Grand Trianon de Versailles. Le palais est très vite considéré au XVIIIe siècle comme le plus grand ornement de la ville après les maisons royales. Et sa construction de plain-pied entre cour et jardin dit à l'italienne est une première à Paris. Et vous allez voir que les 2 bâtiments vont se transformer et vivre au rythme de chaque propriétaire, qu'il soit prince, comte ou même roi. Les bâtiments de l'Assemblée nationale et la résidence de son président naissent au début du XVIIIe siècle d'une histoire d'amour entre la princesse de Bourbon et le comte de Lassay. Le plan d'origine de leur demeure est conservé dans les archives de l'Assemblée. Le projet des amants, qui compte alors parmi les plus grandes fortunes de France, y apparaît grandiose. D'abord par la taille du terrain, plus de 5 hectares. Le foncier à Paris, c'est rare, cher, comme aujourd'hui. Acheter un terrain, ça représente un investissement colossal. Donc trouver un grand terrain, bien placé, ça c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, le parti encore plus chic, puisque vous avez acheté un terrain très cher, c'est très peu bâtir dessus. Alors là, c'est le chic absolu. On cherche l'élégance, la rareté, le raffiné. Après 6 années de travaux, le palais Bourbon et l'hôtel de Lassay sont achevés en 1728. Ces 2 bijoux d'architecture et leurs nombreuses dépendances sont noyés dans un parc immense, organisé en de multiples cours et jardins. Il y a 2 ensembles architecturaux absolument splendides qui vont structurer cette zone de Paris qui était encore une zone peu habitée. Vous avez un mélange de styles entre le goût versaillais et le style à l'italienne. C'est une grâce aristocratique qui annonce finalement les douceurs de vivre du XVIIIe siècle. La princesse de Bourbon s'inspire des travaux de son père Louis XIV et s'entoure de 4 architectes italiens et français. Elle demande que sa demeure soit bâtie sur un seul niveau, avec colonnes et pilastres, comme le Grand Trianon de Versailles, édifié 40 ans plus tôt par le roi Soleil. L'hôtel de Lassay apparaît comme une réplique du palais de la princesse, mais en plus modeste. La différence de rang social entre les amants est ainsi reproduite dans la pierre. Il y a une princesse du sang, et puis il y a son amant qui appartient à l'aristocratie, mais qui est évidemment en dessous d'elle sur le plan de cette pyramide sociale très contraignante, très forte de l'Ancien Régime.
Et donc, le statut des bâtiments n'est pas le même. Si vous voyez le bâtiment de la Princesse, d'abord, elle a une parcelle gigantesque, une architecture légère avec le jardin qui est dominant, une double cour. Donc là, vraiment, on a un dispositif monumental incroyable. Tandis que son amant, lui, c'est un aristocrate, mais vous voyez, il a une maison qui a un plan en rectangle, ce qu'on appelle un plan massé, c'est-à-dire il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de dégagement, c'est simplement un bloc. Et on voit bien que hiérarchiquement, il est en dessous. Le train de vie princier du couple se remarque par la taille des dépendances. Elles peuvent accueillir plus de 100 domestiques. À elles seules, les écuries occupent cet immense bâtiment. Elle est colossale, cette écurie. Plus il y a de stalles, plus on est chez quelqu'un d'important. Et ensuite, vous avez les remises, qui sont les remises de carrosses, donc comme des garages aujourd'hui à voiture. Donc là, on peut en rentrer 18 carrosses possiblement dans ces écuries. Aujourd'hui, il est bien difficile de deviner le palais où vécut la princesse de Bourbon dans les bâtiments de l'actuelle Assemblée. Il a été maintes fois transformé au cours des siècles. Depuis le jardin, on peut tout juste distinguer une partie de la façade de l'époque. Ces 3 fenêtres sont les derniers vestiges visibles du premier palais Bourbon. L'hôtel de la Sey, en revanche, a gardé son aspect d'origine. Il a juste été surmonté d'un étage au XIXe siècle. Il faut imaginer ce palais noyé dans la verdure, avec de grandes baies vitrées. On voit ces grandes ouvertures à une époque où le verre était un luxe. C'était une façon de montrer qu'on était un homme puissant. Sur cette façade 3 fois centenaire, on retrouve tout l'esprit de l'aristocratie du temps de la Régence. Une quête de luxe, de liberté et de légèreté qui suit la fin de règne pesante de Louis XIV. Vous voyez, les clés de voûte au-dessus des portes et des fenêtres sont de style rocaille, assez baroque, assez exubérante, sculptées tout en finesse, avec des symboles qui évoquent la joie, la prospérité, des cornes d'abondance, des grappes de raisin. Là, on est vraiment dans l'esprit de la Régence, la profusion, le plaisir, la nature. C'est dans ce décor grandiose que Louise-Françoise de Bourbon et Léon de la Sey vivent leur amour jusqu'à leur dernier souffle. Elle s'éteint en 1743, à l'âge de 70 ans. Il ne lui survit que quelques années et meurt en 1750. En 1758, le roi Louis XV achète le palais Bourbon aux héritiers de la princesse. Non pas pour y vivre, mais pour avoir le contrôle de cet emplacement stratégique. Il veut en effet une grande place à sa gloire, juste en face du palais, sur l'autre rive de la Seine. La place Louis XV est inaugurée en 1763. Elle deviendra plus tard la place de la Concorde. 1764 marque un tournant dans le destin du palais Bourbon. Louis XV le vend au petit-fils de Louise-Françoise, le prince de Condé, qui va investir une fortune pour rendre les bâtiments plus somptueux encore. Quand le prince de Condé revient finalement dans cette maison familiale et va y faire de très grands travaux qui vont transformer progressivement la demeure, lui donner un caractère encore plus palatial, plus princier. Le palais Bourbon a commencé à s'étendre tout autour de la cour d'honneur, puisqu'un certain nombre de bâtiments ont commencé à être construits, y compris des bâtiments en direction de l'hôtel de la Sey. C'est-à-dire que le jardin qui les séparait, petit à petit, est grignoté par des constructions de bâtiments. Le prince de Condé mène des travaux pendant 25 ans. Pour magnifier l'entrée du palais, il crée la place du palais Bourbon et fait édifier le portique que l'on voit encore aujourd'hui. Il fait déménager ses statues de son château de Chantilly
pour les installer devant l'hôtel de la Sey. Le vestibule est totalement redécoré à la mode antique de la fin du XVIIIe siècle. Ces ornements sculptés, qui couvrent l'ensemble des murs sur 4 mètres de hauteur, évoquent la carrière militaire du prince. Le prince de Condé a voulu montrer qu'il s'était illustré par des exploits guerriers et du coup a donné cette décoration qui a subsisté parce qu'elle témoigne du passé militaire de la France. On a simplement bûché au moment de la Révolution, c'est-à-dire gommé, tapoté des fleurs de lys qui se trouvaient dans un certain nombre de frises et d'ornements. En 1789, c'est bien la Révolution qui met un terme brutal au rêve de grandeur du prince de Condé. Il doit fuir à l'étranger pour ne pas être exécuté comme des milliers d'aristocrates. Le palais Bourbon et l'hôtel de la Sey sont alors confisqués et deviennent propriété de l'État. Tous les meubles et œuvres d'art du prince de Condé sont vendus. Pendant plusieurs années, les édifices sont un peu oubliés par le nouveau régime, servant tour à tour à des administrations ou aux étudiants de l'école centrale, l'ancêtre de Polytechnique. Un certain nombre de décors vont être détériorés parce que, évidemment, ce sont des centaines de personnes qui entrent, qui sortent, ce sont des étudiants. Puis il va y avoir des périodes de latence aussi à certains moments où les lieux sont un petit peu abandonnés. Ce n'est pas au Palais Bourbon qu'est créée l'Assemblée nationale, mais à Versailles, dans la salle du jeu de paume, le 20 juin 1789. Les députés du tiers-État jurent de donner une constitution au pays. Le 23 juin, le roi Louis XVI leur ordonne de se séparer, ce qui donne lieu à un échange célèbre qui marque symboliquement la prise de pouvoir du Parlement. Le représentant du roi, le marquis de Dreux-Brézé, vient dire aux représentants de la nation, « Allez, repartez chacun de votre côté, parce qu'il n'y a que le roi qui représente la nation. » Et à ce moment-là, sort des rangs des représentants du peuple, Mirabeau. Et Mirabeau dit au marquis de Dreux-Brézé, « Nous sommes ici par la volonté du peuple. Nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Quelques mois plus tard, l'Assemblée, qui compte plus de 1000 députés, a besoin d'espace. Elle déménage à Paris et s'installe près du jardin des Tuileries, dans la salle du manège. C'est là que Louis XVI est condamné à mort le 17 janvier 1793. Ce n'est qu'en 1798 que les députés emménagent finalement au Palais Bourbon, dont les nombreuses dépendances permettent d'accueillir leurs services administratifs. La première salle des séances est bâtie dans les anciens appartements privés du prince de Condé, que les architectes transforment en supprimant le plafond. La forme en hémicycle de l'Assemblée est une création des révolutionnaires. C'est le député Guillotin qui en a l'idée. C'est Guillotin qui, en tant que médecin, a connu donc les amphithéâtres des facultés de médecine et a l'idée de siéger en hémicycle de façon que tous se voient. Quelle que soit leur faction, eh bien, il y aurait une continuité et tout le monde pourrait voir et entendre tout le monde. Si le docteur Guillotin a bien inventé l'Assemblée en hémicycle, il n'a en revanche jamais inventé la guillotine. La guillotine avec son biseau, c'est une invention du docteur Louis. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, la machine s'appelait la Louison. Mais Guillotin s'était rendu un petit peu impopulaire auprès de la presse parce qu'il ne voulait pas que les journalistes suivent les débats en faisant du bruit, fassent monter des bouteilles, fassent monter des femmes. Il avait fait un petit peu la police. Les journalistes ne l'aimaient pas. Et donc c'est pour se venger qu'ils ont donné son nom à la machine qu'il n'a jamais conçue et qu'il n'a peut-être même jamais vue. Les révolutionnaires modifient également la façade du Palais Bourbon avec un toit pointu, ainsi qu'un parvis surmonté d'une colonnade en face de la Seine. Mais à peine les travaux achevés, le vent de l'histoire vient à nouveau tout balayer. Le sacre de Napoléon en 1804 met un terme à la période révolutionnaire. L'empereur ne laisse aucun pouvoir véritable à l'Assemblée, mais il veut tout de même imprimer sa marque sur le Palais Bourbon.
Il ordonne en 1806 de bâtir l'actuelle façade, une colonnade de style néoclassique sur le modèle des temples de l'Antiquité. Mais contrairement aux apparences, elle ne sert pas d'entrée aux députés. Cet ensemble massif n'est édifié que pour une seule raison, glorifier les arrivées de l'empereur. Napoléon venait au Palais Bourbon pour ouvrir les sessions du corps législatif. Le corps législatif n'avait pas vraiment de pouvoir, mais Napoléon tenait à magnifier ses entrées. Et donc il a fait construire ces marches surmontées de cette colonnade pour pouvoir finalement donner une ampleur à son arrivée, à l'ouverture des sessions. Il était vraiment tel un empereur romain, cet empereur des Français, avec ce temple des lois qui était là devant lui, qui s'ouvrait à lui, qui l'accueillait. Le fronton représente alors Napoléon dans toute sa gloire, rapportant d'Austerlitz les drapeaux pris à l'ennemi. Après son abdication en 1815 et le retour de la monarchie, la sculpture est détruite par le nouveau régime. Le fronton actuel est inauguré en 1838 et représente la France sous les traits d'une femme accompagnée de la force et de la justice. C'est un autre privilège que d'utiliser l'entrée qui a été aménagée pour l'empereur Napoléon et entrer directement dans l'hémicycle. En 1830, la monarchie de Juillet voit la maison d'Orléans accéder au pouvoir et Louis-Philippe devient non pas roi de France, mais roi des Français. La monarchie parlementaire devient alors le régime politique du royaume et en 1832, les députés font leur entrée à l'Assemblée dans ce nouvel hémicycle totalement rebâti au même emplacement que l'hémicycle révolutionnaire. Et de grands travaux sont entrepris au Palais Bourbon qui vont profondément le transformer pour lui donner la physionomie que nous lui connaissons aujourd'hui. L'hémicycle de l'Assemblée nationale incarne depuis plus de 2 siècles le pouvoir du peuple. Tour à tour, sous la monarchie, l'Empire puis la République, les députés prennent place derrière ces pupitres en acajou. Toute notre histoire s'est passée dans l'hémicycle. C'est la scène nationale, où se joue le théâtre de la démocratie. Quand vous pénétrez pour la première fois dans l'hémicycle, ça vous met un choc parce que vous avez immédiatement tous les événements historiques qui s'y sont déroulés qui vous viennent à l'esprit et en mémoire, dans le cœur. C'est un des lieux essentiels de la France. Bien sûr, de la France républicaine, mais plus que cela. C'est une continuité à travers les régimes, avant et après la Révolution. C'est sous le règne de Louis-Philippe, le dernier roi des Français, que l'hémicycle est totalement rebâti pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est assez logique puisque Louis-Philippe veut instituer une monarchie constitutionnelle, une monarchie parlementaire. Et l'ornementation qui est donnée traduit cette volonté d'un partage du pouvoir entre un roi et une assemblée. À partir de 1827, la salle des séances révolutionnaires qui menaçait de s'effondrer est détruite. Pour concevoir ce nouvel hémicycle, les architectes s'inspirent d'un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Le théâtre de Vicence, près de Venise, bâti au XVIe siècle sur le modèle des théâtres de la Rome antique. C'est un théâtre à l'italienne, finalement, qui est construit. Il est tendu de velours rouge, avec ses galeries également, beaucoup de dorures, du bois foncé, du cuivre. Le mur du fond de l'hémicycle est un arc de triomphe comme ceux de l'Antiquité. Les 2 statues qui l'encadrent sont là pour inspirer le travail des parlementaires. Elles représentent la liberté et l'ordre public. Le perchoir d'où le président de l'Assemblée dirige la séance et la tribune de l'orateur en contrebas sont les derniers héritages du premier hémicycle révolutionnaire.
évidemment monter au perchoir, monter ces marches qui font accéder au fauteuil historique. C'est extrêmement fort, fort de symboles bien sûr, fort d'émotions pour ceux qui ont l'honneur de le faire. Le fauteuil du président de l'Assemblée a été dessiné par David, le grand peintre néoclassique de la fin du XVIIIe siècle. Un meuble monumental, mais pas très pratique. C'est vrai qu'au bout d'une longue séance de nuit, il n'est pas très confortable, mais enfin, c'est pas si mal que ça. Sur le bas-relief en marbre de la tribune, 2 figures féminines symbolisent l'histoire qui s'écrit à l'Assemblée et la renommée qui célèbre la République avec sa trompette. Un seul détail, invisible pour un œil non averti, a été modifié au cours des siècles. À l'origine, ces coqs gaulois étaient des aigles. Après la chute de Napoléon, bien sûr, la monarchie restaurée fait la chasse aux aigles et donc essaye de faire disparaître tous les symboles impériaux qui peuvent se trouver au Palais Bourbon. Sur les têtes de ces coqs, on voit des crêtes, mais les crêtes ne font pas partie du bloc. On sent qu'elles ont été ajoutées. On a très vraisemblablement transformé des aigles en coqs pour tourner le dos aux souvenirs de l'Empire. Le nouvel hémicycle est achevé en 1832, après 5 années de travaux. La conception du toit est une prouesse architecturale pour l'époque. Comment faire tenir à 15 mètres de hauteur un plafond de plâtre et une verrière de plusieurs tonnes? Pour le comprendre, il faut monter au-dessus de l'hémicycle, un endroit habituellement interdit aux visiteurs. Ce que vous voyez, peu de gens ont l'occasion de le voir, puisqu'il s'agit de la charpente métallique qui a été construite par l'architecte Jules de Joly en 1828. C'est une des premières charpentes métalliques de France. Et Jules de Joly l'a mis en œuvre au-dessus de l'hémicycle pour tester des nouvelles technologies. C'est un bijou parce que peu de choses ont évolué, peu de choses ont changé, malgré ces quasi 200 années qui sont passées depuis sa construction. Cette charpente révolutionnaire supporte le plafond de l'Assemblée où un discret système de ventilation est intégré dès l'origine à la décoration. La coupole qui surplombe l'hémicycle est équipée de 2 verrières successives pour diffuser la lumière du jour. Pour les séances nocturnes, un dispositif d'éclairage artificiel est installé dès le XIXe siècle. À l'origine, l'architecte Joly avait prévu un système, là aussi encore un petit peu révolutionnaire. Il avait disposé un grand lustre à bain d'huile et au centre, il y avait une partie mobile de la verrière qui s'ouvrait et le lustre descendait à l'intérieur de l'hémicycle. Ces puissants projecteurs remplacent aujourd'hui le lustre du XIXe siècle et permettent d'avoir une lumière constante dans l'hémicycle, de jour comme de nuit. Entre 1830 et 1848, c'est l'ensemble du Palais Bourbon qui est profondément modifié. En plus du nouvel hémicycle, des pièces monumentales sont créées pour circuler autour de la salle des séances et offrir plus d'espace de travail aux députés. Elles sont décorées par les plus grands artistes de l'époque. La salle des Pas Perdus est la plus grande. Plus de 200 mètres carrés et 10 mètres de hauteur. Son plafond, commandé par Louis-Philippe et peint par Horace Vernet, célèbre la France en paix sous la monarchie de Juillet. Puis c'est la salle des 4 colonnes, la pièce aujourd'hui la plus connue du Palais Bourbon après l'hémicycle. Car depuis le début du XXe siècle, les médias y interviewent les députés. Pour des parlementaires souvent anonymes, c'est dans cette salle que se gagne la notoriété. C'est là où, au journal de 20h, on va vous voir. Il y a les spécialistes. 3 minutes avant que la séance ne se termine, certains députés s'en vont pour passer les premiers dans la salle des 4 colonnes, pour qu'on les voie. Les parlementaires essayent de marquer des points et de se faire connaître en trouvant les formules les plus assassines possibles.
C'est évidemment un lieu pour décrocher des informations. Après la salle des 4 colonnes, commence une zone stratégique du Palais Bourbon dont l'accès est strictement réglementé. Voilà, à partir d'ici, nous entrons dans le périmètre sacré. C'est ainsi qu'est surnommée ici la zone réservée aux députés. Mais simplement, il n'y a pas séance aujourd'hui, donc nous pouvons y entrer. Et à partir de là, eh bien, se situent les fameux couloirs. On parle toujours des couloirs du Palais Bourbon, de tous les bruits de couloirs. Eh bien, ce sont de grands couloirs, mais surtout un ensemble de salons, dont le plus beau se trouve ici, c'est le salon de la Croix. Un soin particulier a été apporté à la décoration de ce salon. Le célèbre artiste Eugène Delacroix, le pape de l'école romantique, a réalisé l'ensemble des peintures ornementales. C'est ici que le roi Louis-Philippe venait ouvrir les séances de l'Assemblée jusqu'en 1848. C'était la pièce importante sous la monarchie de Juillet. Louis-Philippe, lorsqu'il venait pour les séance royale, eh bien, avait ici son trône. C'est pour ça qu'on a une niche blanche. Au départ, il y avait un trône surélevé où le roi des Français venait siéger avec les députés dans leur tenue officielle qui s'assemblaient dans cette pièce. C'est un salon qui, aujourd'hui encore, a un usage un peu inattendu que vous ne pouvez pas imaginer. Louis-Philippe, puisque derrière moi, c'est la sortie de l'hémicycle du côté gauche, et donc quand une séance s'interrompt, c'est ici que la gauche, voire l'extrême gauche, eh bien, naturellement se retrouve pour discuter, pour s'assembler, pour commenter ce qui vient de se passer dans l'hémicycle. La droite, elle, sort de l'hémicycle par ce salon. Sa décoration en trompe-l'œil, peinte par Abel de Pujol, lui donne une allure plus austère que le salon de la Croix, ce qui provoque beaucoup de plaisanteries parmi les députés. Ce qu'on dit à l'Assemblée, vous voyez, la gauche a le luxe, et le salon de la droite, c'est quand la gauche est partie, il n'y a plus rien. Un véritable chef-d'œuvre se trouve à seulement quelques pas de l'hémicycle. La bibliothèque de l'Assemblée nationale, entièrement peinte par l'artiste français Eugène Delacroix. Des travaux impressionnants, mais qui traînent en longueur, au point d'exaspérer le gouvernement de l'époque. Créée en 1847 à l'emplacement d'anciens jardins, la bibliothèque de l'Assemblée est un monument à elle toute seule. Une nef de 40 mètres de long et 15 mètres de hauteur. Elle n'est pas ouverte au public. C'est un espace de travail réservé aux députés et à leurs collaborateurs. Dans ces rayons, 60 000 ouvrages juridiques ou historiques sont mis à disposition des parlementaires. Mais cette bibliothèque est aussi une œuvre d'art. Ces plafonds sont l'œuvre d'Eugène Delacroix, connu surtout pour ses tableaux comme La liberté guidant le peuple, qui célèbre les barricades de la Révolution de 1830. Mais c'est bien cette réalisation monumentale qui marque l'apogée de sa carrière. Delacroix nous raconte une sorte d'histoire intellectuelle de l'humanité, depuis Orphée enseignant la poésie aux Grecs, jusqu'à Attila suivi de ces hordes barbares foulant la civilisation. Et puis au milieu, on a des coupoles qui représentent les différentes disciplines de l'esprit humain, la poésie, la théologie, la législation. Mais ce chef-d'œuvre, Eugène Delacroix a bien failli ne jamais le terminer, car le chantier, commencé en 1838, a tourné au parcours du combattant. Au musée Delacroix, installé dans l'ancien atelier du peintre à Paris, est conservé un vestige de ces années de travail acharné. Cette coupole miniature qui a permis à l'artiste de s'entraîner.
C'est un vrai défi pour lui. C'est une peinture de 10 mètres sur 7, qui est en hauteur et qui est sur une surface courbe. Alors pour un peintre qui a plutôt l'habitude de peindre des tableaux qui sont sur des surfaces planes, c'est assez complexe. Donc pour avoir une idée de sa composition, il va faire une esquisse sur ce qui est en fait une maquette. Ça lui permet de voir ce qui fonctionne et de mettre en place ses groupes de personnages. C'est vraiment quelque chose qui est peint très vite. On le voit bien, il y a beaucoup de petites touches qui sont mises en place très rapidement. Le paysage est aussi brossé très rapidement. Il y a des petites touches de rouge ici aussi qui sont vraiment très belles. Pendant plusieurs années, Delacroix multiplie les esquisses et les dessins préparatoires. Puis il peint sur des toiles qu'il colle ensuite au plafond de la bibliothèque. Mais l'artiste est souvent malade et il travaille sur plusieurs projets à la fois. Il perd du temps et énerve ses commanditaires. Il était pressé par l'Assemblée nationale qui voulait qu'il ait fini ses décors. Mais il trouve que Delacroix ne finit pas assez vite. Il ne se concentre pas forcément suffisamment sur son chantier. Et puis sur la fin du chantier, il y a eu un certain nombre de déconvenues. Un hiver, des fuites d'eau abîment les peintures. L'été suivant, des fissures apparaissent. La livraison est sans cesse repoussée. Ce n'est finalement qu'en 1847, après 9 années de travail, qu'Eugène Delacroix achève ses peintures et réussit son pari. Son plafond, digne de Michel-Ange, est unanimement salué par la critique du XIXe siècle. La bibliothèque de l'Assemblée recèle d'autres joyaux que ceux de Delacroix. Dans ce meuble décoré de symboles pharaoniques se trouve une collection d'ouvrages exceptionnels. « 23 volumes réalisés par les savants qui accompagnaient Bonaparte lors de la campagne d'Égypte en 1798. » Celui-ci a été imprimé sous l'Empire, on voit l'aigle impérial, il date de 1812 et dans cet ouvrage, eh bien, nous trouvons une partie des planches consacrées aux antiquités égyptiennes. Au milieu de cet album, nous trouvons une planche extraordinaire puisqu'elle est en couleur. Pour nous, aujourd'hui, c'est banal d'avoir une illustration en couleur. Mais en 1812, avoir des couleurs avec de telles nuances dans un ouvrage imprimé, c'est extraordinaire. Ces gravures très réalistes constituent au XIXe siècle un trésor scientifique qui va permettre de percer l'un des grands secrets de l'Égypte ancienne. On peut très distinctement voir les hiéroglyphes qui sont là. Bien sûr, à l'époque de Bonaparte, on n'arrivait pas à les traduire, on n'en connaissait pas encore la signification, mais c'est la transcription des inscriptions qui va permettre à terme à Champollion de trouver la clé de l'écriture hiéroglyphique. Cette nef gigantesque n'est que la partie visible de la bibliothèque du Palais Bourbon. En sous-sol, sur 2 niveaux différents, des centaines de mètres de rayonnage accueillent l'essentiel des archives de l'Assemblée nationale. Journaux, romans, ouvrages scientifiques, le fonds est constitué de 700 000 volumes. Les documents originaux les plus précieux sont conservés dans cette chambre forte. Quelques milliers d'ouvrages rares et anciens, qui souvent racontent des tournants de l'histoire de France. Comme le célèbre serment du jeu de paume, que signent les députés révolutionnaires le 20 juin 1789. L'acte de naissance de l'Assemblée nationale. Ici, la partie qui est la plus connue, partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale. On peut considérer qu'à ce moment-là, déjà, la révolution est faite, elle est actée par ce serment du jeu de paume. La déclaration est signée par l'ensemble des députés.
dont Robespierre et le comte de Mirabeau. Un autre document exceptionnel de la période révolutionnaire est conservé dans la Chambre forte. Le jugement de Louis XVI par l'Assemblée nationale, le 17 janvier 1793. Ici, on peut voir, par exemple, les décisions qui ont été prises par des célèbres figures de la Révolution française, à savoir Robespierre qui vote la mort, Danton qui vote la mort également. Le vote est serré et Louis XVI est finalement condamné à mort par 387 voix contre 334. Ce manuscrit de la Marseillaise, signé Rouget de Lille, ou les œuvres originales de Jean-Jacques Rousseau, écrites à la main par le philosophe, complètent cette galerie de trésors de la période révolutionnaire. La Chambre forte recèle des documents plus anciens encore, comme celui-ci, rédigé sur parchemin en 1432. Il s'agit d'une pièce emblématique de notre histoire, puisque, ainsi que l'on peut le lire ici, sur ces premières lignes, c'est en latin, ici commence le procès de Jeanne, dite vulgairement la Pucelle. Ce sont les minutes du procès de Jeanne d'Arc mené par l'Inquisition aux ordres des Anglais. Un exemplaire rarissime qui porte encore le sceau de l'évêque qui a conduit les débats et qui a condamné au bûcher la Pucelle d'Orléans. Cet ouvrage témoigne, lui, des débuts de l'imprimerie, au XVe siècle. C'est le célèbre roman de la Rose, le best-seller du Moyen-Âge. Un long poème luxueusement illustré qui célèbre l'amour courtois au temps de la chevalerie. Enfin, l'un des manuscrits les plus fascinants conservés dans la Chambre forte. Il a été réalisé au XVIe siècle sur des fibres d'écorce d'arbres par des artistes de la civilisation aztèque. Je ne vais pas vous le déplier en entier parce que c'est un calendrier qui fait 14 mètres de long et qui est particulièrement rare et précieux. Ce calendrier a été ramené par les conquistadors espagnols et dérobé ensuite par les armées napoléoniennes. Il présente les 260 jours de l'année aztèque, auxquels sont associées de nombreuses divinités, dont le célèbre serpent à plumes. L'année est ponctuée de fêtes religieuses, accompagnées de rituels parfois sanglants, comme ce sacrifice humain au dieu de la pluie. Le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Seconde République, devient le souverain Napoléon III, empereur des Français. La Deuxième République laisse place alors au Second Empire. Pour asseoir son pouvoir, l'empereur nomme son demi-frère, le duc de Morny, à la tête du corps législatif. Ce sera le nouveau locataire de l'hôtel de la Sey. Mais pour ce financier sulfureux collectionneur d'art flamboyant, la Sey n'est pas à la mesure de sa démesure. Pour accueillir ces tableaux, il décide de travaux qui modifient considérablement l'aspect des deux bâtiments et la circulation entre le Palais Bourbon où il travaille et l'hôtel de la Sey, qui va connaître alors une période particulièrement faste. Au milieu du XIXe siècle, Paris est une capitale en fête, portée par les ambitions du couple impérial Napoléon III
et sa femme, l'impératrice Eugénie. Cette effervescence culturelle accompagne la création d'édifices publics comme le Théâtre du Châtelet ou l'Opéra Garnier. Et en 1854, un nouveau locataire à la réputation sulfureuse, moitié dandy, moitié homme politique, s'installe à l'hôtel de la Sey. Charles de Morny, fin collectionneur et spéculateur averti, devient alors président du corps législatif. C'est un personnage qui a su se positionner comme il le fallait auprès de son demi-frère Napoléon III pour accéder au pouvoir et également être dans toutes les bonnes affaires immobilières, nationales, voire internationales. Le duc de Morny étant un petit peu un intermédiaire obligé dès qu'on veut traiter avec Napoléon III et avec l'État, va faire de grandes affaires et va s'enrichir d'une façon qui aujourd'hui lui vaudrait les tribunaux. Mais il était absolument intouchable sous le Second Empire. Le duc de Morny fait de l'hôtel de la Sey un lieu dédié à sa gloire et à ses plaisirs. Il organise dans la galerie des fêtes des bals somptueux où se presse le tout Paris. Il crée même, sous le pseudonyme de Monsieur de Saint-Rémy, une opérette mise en musique par Jacques Offenbach. Et c'est dans les salons de l'hôtel de la Sey qu'a lieu le 14 septembre 1861 la première représentation de cette pièce légère. Le Palais Bourbon et l'hôtel de la Sey sont alors le théâtre du quotidien fantasque du duc et de ses relations amoureuses. La plus connue est celle qu'il entretient avec sa maîtresse officielle, Fanny Lehon, fille d'un riche banquier belge. Pendant 25 ans, elle est sa confidente, sa conseillère et son associée dans de nombreuses affaires immobilières. C'est ainsi qu'en 1860, le duc décide d'assécher le marais d'un petit village normand pour en faire, en à peine 4 ans, une cité balnéaire huppée. Deauville est créée, avec ses villas, son hippodrome, son port et sa ligne de chemin de fer qui la relie directement à Paris. À Paris, justement, le duc de Morny entreprend de nouveaux travaux à l'hôtel de la Sey et fait ajouter une seconde galerie à côté de la galerie des fêtes pour y exposer son impressionnante collection de tableaux. Morny est aussi un grand collectionneur. Il possède des Rubens, des maîtres italiens, une collection de toiles tout à fait exceptionnelle. Et comme sous le Second Empire, il ne se passe pas grand-chose dans l'hémicycle, les députés qui s'ennuient pourront aller admirer la collection personnelle de tableaux de leur président. Sous la Troisième République, des tapisseries des Gobelins remplacent les tableaux du duc de Morny. Mais sa galerie est toujours là et sert aujourd'hui de luxueux couloir pour se rendre au Palais Bourbon. Charles de Morny modifie également la salle à manger de l'hôtel de la Sey, qu'il rend encore plus somptueuse qu'elle ne l'était déjà. C'était la salle à manger du prince de Condé, mais elle était ovale, elle était structurée autrement. Morny l'a remaniée, redécorée, dans le style un peu chargé, un peu excessif, qui est la marque du Second Empire. Ça a un côté un petit peu oppressant, mais très luxueux. On fait étalage de richesse par un excès de dorure, par un excès d'ornement, en ajoutant du marbre. C'est tout cet esprit-là qu'on retrouve un petit peu dans cette pièce qu'on appelle encore aujourd'hui la salle à manger du duc de Morny. Alors on n'y mange plus. En revanche, on y entrepose cette table qui s'appelle le mille-pattes. Le mille-pattes parce que c'est une table qui se déploie et qui, disposée dans d'autres pièces, peut accueillir jusqu'à 100 couverts et donc qui est utile pour les grands repas diplomatiques, par exemple. Le duc de Morny meurt prématurément d'une bronchite aggravée le 10 mars 1865 dans sa résidence, ici, à l'hôtel de la Sey. Ses funérailles sont grandioses. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise et c'est l'architecte français Viollet-le-Duc qui réalise sa chapelle funéraire. Nous voici maintenant dans la galerie des fêtes qui n'a pas toujours eu dans l'histoire une vocation festive. Le XXe siècle va marquer le palais au fer rouge. Le 6 février 1934, des émeutes impliquant les ligues nationalistes éclatent à quelques pas de l'Assemblée nationale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le buste d'Hitler trône au perchoir et l'hémicycle est plein à craquer d'officiers nazis venus écouter
le discours radiodiffusé du Führer. Plus tard, lors de la bataille pour la libération de Paris, le Palais Bourbon est miné et risque de tomber. Et c'est le jeune Philippe de Gaulle, le fils du général, qui va pousser 400 officiers nazis à abandonner le combat. Voici donc les heures sombres de l'Assemblée, dont certaines blessures sont encore visibles sur les bâtiments. Après avoir traversé les guerres et les révolutions depuis l'époque de Louis XV, le Palais Bourbon n'a jamais autant souffert qu'au siècle dernier. En janvier 1910, c'est d'abord une catastrophe naturelle qui le menace. Paris est submergé par une crue historique de la Seine. 12 arrondissements et 20 000 immeubles sont inondés. Le Palais Bourbon, où siègent les députés de la Troisième République, est progressivement envahi par les eaux. D'abord, ce sont les caves qui sont inondées, et bientôt la cour d'honneur elle-même est inondée. La partie où siègent les députés, où se trouve l'hémicycle, devient un îlot. On est en plein hiver, il y a de l'eau tout autour, il fait glacial, car bien sûr, l'inondation a détruit les installations de chauffage, a détruit les installations qui permettent d'éclairer à l'électricité. Mais les députés continuent pourtant de siéger. Un système improvisé de navettes assuré par des barques leur permet d'atteindre l'hémicycle. Les députés et le gouvernement se disent que si on abandonne le Palais Bourbon, ça va donner le signal de l'affolement. Alors, ils décident de siéger dans le noir et dans le froid, en gardant leur manteau, leur paletot. Les députés continuent de siéger et l'un d'eux déclare même que si l'eau entrait dans l'hémicycle, il resterait à son banc, debout sur son siège pour continuer à siéger. Après plusieurs semaines de décrue, le Palais Bourbon est finalement sauvé des eaux, comme le reste de la capitale, au prix de dégâts considérables. Le 6 février 1934, l'Assemblée nationale est à nouveau en danger. Mais cette fois, c'est une foule d'émeutiers qui la menace. Une affaire de corruption impliquant des députés a mis le feu aux poudres. Le mois précédent, Alexandre Stavisky, un escroc notoire, a été retrouvé mort alors qu'il devait être jugé. L'enquête a établi qu'il entretenait des liens étroits avec plusieurs parlementaires de la majorité. Des groupes de droite et d'extrême droite se déchaînent alors contre le gouvernement de la Troisième République et des milliers de manifestants se rassemblent place de la Concorde, bien décidés à envahir l'Assemblée. À un moment, les manifestants veulent franchir le pont de la Concorde pour prendre d'assaut le Palais Bourbon. Il y a des gardes mobiles qui sont installés et qui vont tirer. 14 manifestants et un policier sont tués lors des affrontements. Après des heures de guérilla urbaine, les forces de l'ordre parviennent à repousser la foule. L'Assemblée est sauvée in extremis. Cette journée d'émeute du 6 février 1934 a vraiment fait vaciller la République. La République s'effondre finalement 6 ans plus tard, après la débâcle de l'armée française contre les troupes hitlériennes. S'ouvre alors le chapitre le plus sombre de l'histoire du Palais Bourbon. En juin 1940, les soldats nazis entrent victorieux dans Paris. Ils investissent tous les lieux emblématiques de la capitale, dont l'Assemblée nationale. Aux yeux du monde, pour la propagande, c'est l'un des grands symboles de la démocratie mondiale depuis la Révolution française. Les Allemands ont mis un énorme drapeau nazi au-dessus de la Chambre des députés, au-dessus même de l'hémicycle. Les Allemands installent une partie de leur administration au Palais Bourbon, mais surtout, ils utilisent l'Assemblée comme un outil de propagande. Ils déploient cette banderole géante sur la façade où il est inscrit en allemand « L'Allemagne vainc sur tous les fronts ». C'est un choc pour les Français, mais c'est un choc aussi dans le monde entier, et notamment aux États-Unis. Roosevelt interviendra d'ailleurs
en remarquant que la démocratie était à terre en France et que c'était quand même très inquiétant. Dans cette guerre de l'image, les occupants se servent également de l'hémicycle. Ils y organisent plusieurs conférences, mises en scène pour asseoir leur domination. Dans cet hémicycle, eh bien, on va voir s'installer des Allemands pour la plupart en uniforme, avec le brassard à croix gammée, des drapeaux de l'Allemagne hitlérienne tout autour. Ils vont venir écouter des conférences du Führer. À la tribune de l'orateur, on voit un énorme poste de radio qui retransmet ces conférences. Et puis à la place du président, un buste de Hitler. Ce sont des images très choquantes. Quand j'ai vu les documents, les photos, etc., je dois dire que ça m'a mis, pour parler vulgairement, un coup. Voir ce lieu de la démocratie être occupé par des militaires qui étaient le contraire même de la démocratie, c'est quelque chose, j'allais dire, d'épouvantable, qui vous prend aux tripes. C'est une image, évidemment, qui sert à humilier les parlementaires français, à dire aux Français, finalement, que le parlementarisme les a conduits à la déchéance, à la débâcle, à l'exode, et que les nazis prennent les choses en main. En 1942, le Palais Bourbon devient même un décor de cinéma au service de l'occupant. Ce film de propagande, qui prétend dénoncer un complot judéo-maçonnique, est tourné pour partie dans l'hémicycle par une équipe française de collaborateurs au régime nazi. De droite à gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. C'est un film de propagande antisémite, anti-parlementaire, avec tous les poncifs du genre. On voit des séquences assez stupéfiantes de députés qui sont censés être tous comploteurs, tous juifs, tous maçonniques, et qui ont conduit la France au désastre. Le Palais Bourbon devient également à cette époque un symbole de la répression allemande. En mars 1942, la Galerie des Fêtes est transformée en tribunal militaire. 7 jeunes résistants communistes y sont jugés en public, pour l'exemple. La presse va être conviée parce qu'on veut rendre ce procès exemplaire. Il s'agit de jeunes communistes qui avaient tenté une action clandestine contre l'occupant et qui vont être condamnés à mort, ici même, dans l'enceinte du Palais Bourbon. Donc le symbole est terrible. Les condamnés ont 20 ans de moyenne d'âge. Ils sont fusillés le 9 mars 1942 au fort du Mont-Valérien, comme des dizaines de résistants pendant l'occupation. Le 25 août 1944, Paris est enfin libéré. Les hommes de la 2e division blindée du général Leclerc, aidés par des groupes de résistants, reprennent un à un les lieux symboliques de la capitale. Mais les Allemands retranchés au Palais Bourbon sont parmi les derniers à résister. Le Palais Bourbon formant une enceinte, c'est une citadelle naturelle. Il y a environ 400 soldats allemands en armes au palais et pendant toute la journée, ça tire de tous les côtés. Les troupes françaises envoient alors au Palais Bourbon un émissaire porteur d'un ordre de reddition. C'est un jeune officier de 23 ans, Philippe de Gaulle, le fils du général. Il arrive, il est tout seul. Il est tout seul, le fils de Gaulle, avec peut-être 1 ou 2 soldats, et il ne sait pas s'il sortira vivant quand il arrive dans la cour d'honneur de la Chambre des députés. 75 ans plus tard, le 27 novembre 2019, Philippe de Gaulle revient sur les lieux, accueilli par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Et voilà la grande salle. Voilà, c'est là. À 98 ans, le fils du général n'a rien oublié de ces instants où sa vie n'a tenu qu'à un fil.
J'ai vu la porte s'ouvrir et un officier allemand, un grand homme, a fait signe d'approcher. Et ils n'ont pas demandé votre nom? Non, non, justement. Par chance. C'est par chance. Et c'est là où j'ai réalisé qu'on se retrouvait au milieu de 400 Allemands avec leur bazooka derrière des sacs de sable. J'avais loupé le risque de ma vie. Ils pouvaient me faire disparaître dans la cave. Personne n'en entendait jamais parler. Ouais. Non, ils l'ont pas fait. Ils avaient envie de se rencontrer. Le 25 août 1944, en fin d'après-midi, les Allemands du Palais Bourbon rendent les armes. L'un des grands symboles de la République revient dans le giron de l'État français. L'hôtel de la Sey retrouve alors son faste et sa fonction première. Et sous la Ve République, les salons d'apparat accueillent tous les principaux décideurs politiques lors de grandes soirées mondaines. Les réceptions, les cocktails à l'hôtel de la Sey, le fait est que c'était les ors et la table de la République, incontestablement. C'était beaucoup plus spectaculaire que l'hôtel de Matignon pour le Premier ministre. Pendant les années 60 et 70, la garden party de l'hôtel de la Sey est aussi courue que celle de l'Élysée. Elle accueille jusqu'à 5000 invités. On croise alors dans l'immense jardin le gratin de la culture et de la politique. L'art de recevoir à l'hôtel de la Sey relève aussi de la diplomatie. Avec ses gardes républicains en grande tenue, c'est un passage obligé pour les dignitaires étrangers en visite en France. Lorsque un visiteur étranger, un président étranger vient, traditionnellement, il voit le président de la République, il voit le maire de Paris, il voit le Premier ministre et il voit le président de l'Assemblée. Ça fait partie du circuit, si j'ose dire, des visites officielles. Je me rappelle avoir accueilli Nelson Mandela dans le grand salon. Bon, alors, Mandela, c'était quand même un monument. C'était très émouvant. D'autres où c'était moins émouvant. Boris Elstine, bon, qui était toujours, j'allais dire, entre deux eaux. Non, dans son cas, c'était pas vraiment de l'eau. Lors des repas officiels, les invités sont reçus en grande pompe dans la galerie des fêtes. Ils ont droit au service en porcelaine de Sèvres et à une table dressée au cordeau. Des compositions florales sont même spécialement réalisées par les fleuristes de l'Assemblée. La Sey, c'est l'image de la France, avec ses arts de la table. Et donc, il faut répondre à cette attente. Beaucoup viennent là pour aussi avoir cette image de la convivialité française, de la réception française. La cuisine en sous-sol n'a pas bougé depuis le XVIIIe siècle. Une brigade digne des meilleurs restaurants étoilés y prépare des repas de haute gastronomie pour les invités du président de l'Assemblée. Celui qui vient vous voir, s'il est invité en France, on doit le traiter correctement. Ce ne sont pas toujours des grands démocrates. D'ailleurs, si on n'invitait que les grands démocrates, à mon avis, il y aurait pas mal de trous dans l'agenda. Ces réceptions officielles créent parfois la polémique. En 2007, des manifestants accueillent bruyamment un visiteur controversé à son arrivée à l'hôtel de la Sey. Invité en France par le président Nicolas Sarkozy, le leader libyen Mouammar Kadhafi est reçu avec tous les honneurs par Bernard Accoyer. C'était une réception particulière, délicate, d'un chef d'État qui est pour le moins discuté, discutable. J'ai décidé de m'inscrire dans la démarche qui était conduite à l'époque. Était-elle bonne, était-elle mauvaise? L'histoire n'a pas encore fini d'être écrite, mais oui, bien sûr que on y pense.
le colonel Kadhafi obtient pendant cette visite la reconnaissance internationale qu'il recherche. Mais on lui refuse tout de même une demande jugée excessive. Je n'ai pas évidemment souhaité, même si lui-même le souhaitait, qu'il puisse aller dans l'hémicycle. Il voulait aller dans l'hémicycle, je ne l'ai pas accepté. Si l'hôtel de la Sey peut recevoir des personnalités contestées, l'hémicycle du Palais Bourbon est un symbole intouchable de la République. La salle des séances est le temple des lois, où texte après texte se perpétue la démocratie. La parole est à Madame le ministre de la Santé. En 1974, c'est la loi dépénalisant l'avortement défendue par Simone Veil qui change le cours de l'histoire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Ça reste un grand moment, à la fois par la gravité et l'émotion que Simone Veil a su y faire passer. Elle a une qualité humaine, et elle a une profondeur qui est perceptible. Et puis il y avait la dramaturgie du sujet. Parce qu'aujourd'hui, tout ça paraît complètement banal maintenant. À l'époque, c'était considéré comme une transgression. En préparant le projet qu'il vous soumet aujourd'hui, le gouvernement s'est fixé un triple objectif. Faire une loi réellement applicable, faire une loi dissuasive, faire une loi protectrice. L'histoire de l'Assemblée nationale, c'est l'histoire de ces grands textes qui passent dans la douleur, mais on se rend compte 20 ans ou 30 ans ou 40 ans plus tard qu'il était bien que l'Assemblée nationale prenne l'initiative. En 1981, l'hémicycle est le théâtre d'un nouveau tournant historique quand le ministre de la Justice, Robert Badinter, se présente à la tribune. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter, c'est d'abord un immense orateur, avec une éloquence, une voix, un sens de la mise en scène aussi, exceptionnel. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Tout le monde était, au fond, impressionné par le discours et finalement assez fier de ce qui se passait parce que ça renouait avec la tradition française, les libertés universelles. Ça correspondait à l'histoire de la France. Si l'hémicycle connaît de grandes heures solennelles, c'est aussi une arène où la politique peut tourner à l'affrontement et à l'insulte. La parole est à Monsieur Hollande. Monsieur le fait, on va écouter Monsieur Hollande. Monsieur Gramet, taisez-vous. En juin 2006, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste, s'en prend au Premier ministre Dominique de Villepin, affaibli par le scandale financier de l'affaire Clearstream. Pas de confiance dans le pays, pas de confiance dans la majorité, pas de confiance dans la presse. Dans une démocratie digne de ce nom, le chef de l'État ou le Parlement aurait mis fin à cette situation. Mais nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité. François Hollande est à l'offensive et il fait de la provocation, comme d'ailleurs font toujours les leaders de l'opposition, quelles que soient les oppositions et quelle que soit la majorité au pouvoir. François Hollande cherche à faire sortir de ses gonds Dominique de Villepin et il y parvient. Je dénonce, Monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Dominique de Villepin, qui est moins habitué que Hollande au jeu des incidents, s'est mis à hurler, à injurier. Je le redis, la lâcheté. Asseyez-vous. On voit son regard exorbité. Il a, comme on dit vulgairement, pété les plombs. Vous n'avez jamais assumé Arrêtez, véritable politique industrielle dans notre pays.
Vous avez 500 députés qui sont là, ça crie, on s'envoie des noms d'oiseaux, et on a levé la séance. Ces joutes parlementaires ont toujours lieu le mercredi, lors des séances télévisées de questions au gouvernement. Pour les ministres interpellés dans l'hémicycle, pas le droit à l'erreur. Un exercice délicat, même pour le ténor du barreau Éric Dupond-Moretti, nouveau garde des Sceaux, qui subit pour sa première séance un bizutage en règle. Vous avez la parole. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première, mais je vais vous répondre. Est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah, ben voilà. On souffre en silence. Les débats houleux et les échanges musclés entre députés sont depuis toujours le signe d'une démocratie en bonne santé. Et pour permettre cette liberté de ton et d'idées, vous allez voir que des centaines de personnes s'organisent au quotidien. « 577 députés siègent ici et autour d'eux, c'est un village qui s'organise au quotidien. Voici le fonctionnement interne de cette ruche bien organisée où de l'horloger aux pompiers en passant par le bureau de poste, chacun tient son rôle. Chaque matin à 8 h, c'est le même rituel au Palais Bourbon. La relève de la garde qui sécurise l'Assemblée nationale. Depuis le 19e siècle, cette mission très sensible est confiée au 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. Des gendarmes placés sous l'autorité directe du président de l'Assemblée. N'oublions pas l'histoire. Il y a eu des moments où la démocratie était menacée. Et quand la démocratie est menacée, évidemment, on menace le Palais Bourbon. Et donc, on est obligé d'avoir des moyens militaires qui vous permettraient, à vous, président de l'Assemblée, si la démocratie était menacée, de la protéger. C'est pour les derniers? Bon, c'est coursive. Vous êtes 4, donc vous êtes autonome. C'est bon pour tout le monde, il y a des questions? Allez, rompez les rares, bon courage. Ils sont une centaine de femmes et d'hommes à assurer cette mission de surveillance jour et nuit. Rémi a 34 ans. Après 8 années d'armée de terre, il a intégré la garde républicaine il y a 1 an et demi. Chaque tour de garde dure 24 heures, entrecoupé de quelques heures de sommeil dans cette petite chambre spartiate. Mais ce n'est pas pour le confort que Rémi s'est engagé. Tous les jours, on a l'impression de participer à la sécurité de la démocratie. Ça contribue au fait d'avoir envie de venir travailler le matin. Ouais. Aujourd'hui, Rémi commence sa journée de travail en bas de la colonnade du Palais Bourbon. C'est sympa de travailler dans ce genre d'environnement. Dans des lieux d'exception comme ceux-là, on ne peut pas y rester insensible, quoi. Au cours de la journée, les gendarmes changent régulièrement de poste pour conserver toute leur vigilance. Okay. Bon, allez, bon courage. Allez, à tout à l'heure. Rémi relève sa collègue pour un tour de garde d'1 heure et demie. Le terrorisme est la principale menace à laquelle ils doivent faire face. Mais lors de conflits sociaux, l'Assemblée peut aussi devenir une cible. Pendant une manifestation en 2019, Rémi a même été blessé alors qu'il tentait d'empêcher une intrusion. Quand il a fallu les repousser, malheureusement, j'ai été blessé au niveau de la main gauche. J'ai reçu un coup d'une planche en bois de chantier. Voilà, faut savoir prendre des coups. Ça fait partie du travail. La garde républicaine n'est pas la seule à veiller sur le Palais Bourbon. Dans les sous-sols de l'Assemblée, Xavier et ses collègues font face à une toute autre menace. Alors ici, vous êtes au PC sécurité incendie du Palais Bourbon, qui est situé sous l'hémicycle. L'hémicycle est juste au-dessus. 6 pompiers de Paris sont en poste 24 heures sur 24 pour protéger le Palais Bourbon et l'hôtel de la Sey. Près de 50 000 mètres carrés, équipés de dizaines de caméras et de milliers de détecteurs de fumée. Tous reliés
à ce logiciel. Pour sauvegarder ce patrimoine inestimable, les pompiers n'ont jamais été aussi mobilisés. L'incendie qui a ravagé Notre-Dame à moins de 3 km de l'Assemblée est dans tous les esprits. Ça nous rappelle que ça peut arriver. Notre-Dame, c'est comme le Palais Bourbon, il était sécurisé par un système de sécurité incendie. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc nous, oui, ça nous sensibilise sur le fait qu'on doit être quand même consciencieux et être vraiment vigilant. C'est bon ? Le plus compliqué à surveiller, ce ne sont pas les lieux emblématiques du Palais Bourbon, mais les kilomètres de couloirs qui serpentent sous l'édifice sur 5 niveaux différents. Ce sont essentiellement des galeries techniques, dont les plus anciennes sont là depuis la création des bâtiments au XVIIIe siècle. Les rondes des pompiers sont quotidiennes pour vérifier le bon fonctionnement de centaines d'extincteurs et de lances à incendie. Au début, on est perdu, c'est sûr, hein, c'est un vrai labyrinthe. Si vous voyez, on est complètement calfeutré, on ne sait pas exactement où on est. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de repères. Donc à connaître, c'est vraiment une difficulté et c'est l'importance aussi des rondes qu'on fait, c'est vraiment de s'approprier ces locaux et de maintenir ses connaissances à jour. Au cours de leur ronde, les pompiers ont aussi rendez-vous avec l'histoire parfois insolite des lieux. Comme cet abri anti-aérien, bâti dans les années 1930 et dont les portes massives sont toujours en place. La première fois que je suis arrivé ici, je ne savais pas ce que c'était, je me dis c'est quoi ces portes, pourquoi ils ont mis ça là? C'est en me renseignant après que j'ai su que c'était un ancien bunker pour les attaques aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait quand même quelque chose de savoir que des gens, à cette époque, ont vécu ici dans la crainte de se faire bombarder et qu'ils ont construit tout ça. Le Palais Bourbon, c'est un livre d'histoire ouvert et c'est toujours intéressant de tomber sur des reliques comme ça fait toujours plaisir. Mais l'Assemblée nationale n'est pas qu'un patrimoine à défendre. C'est aussi une petite ville qu'il faut faire vivre au quotidien. Au cours du XXe siècle, elle n'a cessé de s'étendre au-delà de ses murs d'origine. Elle occupe aujourd'hui plusieurs immeubles du 7e arrondissement. Une nécessité pour loger les bureaux de 577 députés et des 2500 personnes qui travaillent pour cette administration géante. Ce qui frappe surtout, c'est que c'est un ensemble qui doit pouvoir quasiment vivre en autarcie. Alors que vous avez un coiffeur, vous avez le médecin, vous avez toute une série de services. Le Palais Bourbon a même son propre bureau de poste, qui traite autant de courriers que celui d'une ville de 40 000 habitants. Son patron, Jean-Louis Delors, travaille pour l'Assemblée depuis 25 ans. Il ne changerait d'affectation pour rien au monde. C'est une vraie émotion quand je rentre tous les matins, que je traverse la cour d'honneur. Je remercie d'être là, puisque ça se ressent dans ma voix. D'ailleurs, j'ai une émotion parce que, évidemment, je sers des gens que tout le monde ne sert pas. C'est pas un bureau lambda, c'est pas un bureau de quartier. Le courrier des députés est la priorité du service. Chaque parlementaire a son casier personnel. Et pour leur offrir le meilleur accueil possible, les 15 employés de la Poste se font un devoir de reconnaître chacun de leurs 577 visages. Puisque quand ils viennent en visite, la chose importante, c'est de les appeler par leur nom pour faire voir qu'ils sont connus. Alors évidemment, on a une petite facilité, on a un trombinoscope. Quand on a du temps libre, on regarde le trombinoscope, on regarde la tête, on cache le nom, on essaie de retrouver le nom. Et puis voilà, c'est comme ça qu'au bout de quelques semaines, on les connaît et ça fait partie de notre travail. Voici sans doute l'homme qui connaît le mieux l'Assemblée nationale. Depuis 25 ans, il est ici comme chez lui. Chaque semaine, Norbert vient au chevet de très vieilles patientes. J'écoute son cœur. J'ai besoin de savoir si dans la semaine, elle a bien fonctionné, le ressort s'est déroulé tranquillement et son rythme bat. C'est comme un métronome, en fait. Norbert est pendulier, comme son père et son grand-père avant lui.
Il entretient les 82 horloges du Palais Bourbon et de l'Hôtel de la Sey. La plupart sont des modèles rares du XVIIIe et XIXe siècle. Et voici sa préférée. C'est une énorme garniture de cheminée qui a été faite entre 1812 et 1830. Elle a une particularité, c'est qu'elle donne l'heure sur deux côtés. Vous avez l'heure ici et vous avez aussi l'heure sur l'autre côté. C'était une grande technologie de faire ça à l'époque. Norbert remonte et remet à l'heure ses bijoux de précision qui ne retardent que de quelques minutes par semaine, malgré leur grand âge. Des objets presque vivants dont le luxe apparaît dans chaque détail. Elle a de très grandes aiguilles parce que ce sont des aiguilles travaillées. Toutes les aiguilles sont faites à la main. C'est un travail d'orfèvre. Quand on voit la finesse et le dessin d'une aiguille, c'est magnifique. Et ces horloges ne sont qu'une infime partie du trésor patrimonial de l'Assemblée nationale. Pour entretenir le Palais Bourbon et l'Hôtel de la Sey, une importante campagne de travaux vient d'être lancée pour un coût total de 25 millions d'euros. Bonjour Monsieur le Président, merci Bonjour, de nous Monsieur accueillir Berne. à l'Hôtel de la Sey. Vous avez commencé une grande campagne de restauration. En quoi c'est important de maintenir ce monument en état? Ces lieux appartiennent aux Françaises et aux Français. Il est donc important que ces lieux qui recèlent l'histoire de notre pays, de la République, soient maintenus en bon état. Parce que les députés, les présidents passent, mais le patrimoine des Français reste et il est chargé, imbibé de cette histoire. Vous voici maintenant chef de chantier, en quelque sorte, puisque c'est à vous qu'incombe cette responsabilité assez écrasante. Ça va prendre combien de temps? Quelles sont les modalités? Alors, nous sommes amenés à conduire des travaux de différentes natures. Il y a d'abord les travaux de la verrière de l'hémicycle, qui prend l'eau et qui donc altère la structure, l'architecture, etc. Donc nous allons devoir faire cela. Il y a également les peintures de Delacroix qui sont à la bibliothèque, qui sont dans la salle des pas perdus, qui sont même ici, et qui parfois s'altèrent. Et nous avons donc le devoir de faire en sorte que ce patrimoine des Français soit maintenu en bon état. Puis il y a l'Hôtel de la Sey, qui lui aussi commence à vieillir un peu, puisque les derniers travaux datent des années 2000. Et au fond, quand je serai amené à quitter cette maison au début de 2022, je lancerai les travaux. Mon successeur en sera un tout petit peu gêné, mais ça signifiera qu'au fond, j'aurai souffert de ces travaux au premier semestre de 2022, et lui en souffrira au deuxième semestre de 2022. Mais enfin, le patrimoine vaut bien un effort de la part du sortant et de la part de l'entrant. Et c'est ça aussi, la continuité de la République. J'avais une question, Monsieur le Président, sur justement ces lieux. Tous les présidents de l'Assemblée nationale n'ont pas habité l'Hôtel de la Sey de la même façon. Certains, dans l'histoire, comme le duc de Morny, ont été très fastueux. Vous vous situez comment sur cette échelle entre les plus fastueux et les plus sobres? Ma nature et l'époque, comment je vais dire, imposent une certaine sobriété. Les fastes de la République, c'est un souvenir. Parce que, au fond, aujourd'hui, que les institutions vivent fastueusement serait assez peu acceptable. Moi, je reçois beaucoup de députés, parfois des ministres, etc., qui viennent pour travailler, etc. Mais ça fait longtemps que personne n'a dansé ici dans la Galerie des Fêtes, croyez-le bien. Les murs du Palais Bourbon et de l'Hôtel de la Sey n'ont pas fini d'être les témoins privilégiés des grands moments de la vie parlementaire de notre République. C'est pour cette raison que ces murs ont besoin d'être conservés, restaurés et visités aussi par tous les citoyens qui ont accès au Palais Bourbon, notamment lors des séances du mercredi. Le Palais Bourbon, c'est le palais des représentants de la nation. C'est donc la maison du peuple. Tant que ces murs seront debout et tant qu'on y entendra les débats, même les plus houleux, cela signifiera
que la démocratie est en bonne santé. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt sur France 2.